Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde qui va parler du coût du non-vivre ensemble. C'est une époque où on s'est sans doute jamais autant interrogé comme Français sur notre capacité à faire société. On voit des signes de délitement du lien social, des fractures, la polarisation politique, l'isolement, le sentiment de solitude. Et ce repli sur soi, ça affaiblit notre capacité à construire et à envisager de pouvoir construire un avenir commun face aux défis démocratiques et climatiques notamment qui sont devant nous. On a sur les territoires une série d'initiatives au quotidien qui œuvrent pour recréer du lien social entre milieux sociaux, entre générations, entre villes et campagnes, mais l'impact de ces actions reste trop souvent sous-évalué. Et nous, ici, on va un peu explorer une des questions qui se posent, c'est-à-dire combien ça nous coûte collectivement cette fragilisation du lien social et pourquoi, qu'est-ce qu'on y gagnerait à faire du lien social un projet politique. Alors nous avons 4 intervenants pour en parler, merci à vous d'être là, je vous les présente rapidement par ordre alphabétique. Sophie Chassa, vous êtes associée du cabinet Accuracy et philosophe. Tout à fait à ma gauche, Elina Dumont. Alors vous êtes vice-présidente de l'association Entourage, dont la raison d'être, c'est précisément de recréer du lien social. Et puis je vous laisserai raconter un peu plus votre présentation tout à l'heure. Nicolas Duvou, si vous pouvez lever la main qu'on vous voit, sociologue, vous êtes directeur du Centre philotropique de l'Université de Genève, où vous réalisez beaucoup de travaux sur la mesure d'impact. Et sur cette question du lien social, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « L'avenir confisqué » aux presses universitaires de France. Et puis vous êtes président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Voilà, ça fait beaucoup. Je termine par Philippe Perrat. Vous êtes délégué général de la Fondation NJ. Merci à tous les 4 d'être ici parmi nous. Le mode d'emploi, rapidement, c'est facile. 45 minutes d'échange entre vous, avec des propos percutants, concis, beaucoup d'interactions. Comme ça, on va pouvoir aborder le maximum de sujets. Alors peut-être pour partir du constat, un peu faire la photo de ce qui se passe, on a la France qui est le pays parmi les plus polarisés en Europe, qui a le plus fort niveau de défiance au niveau des citoyens. Ce matin, Impact Tank a révélé un rapport qui s'appelle « Refaire société » et qui définit le lien social comme, je cite, « ce qui fait d'un ensemble d'individus une société ». On a vu qu'il se fragilisait ce lien. Est-ce que Nicolas Duvou, vous pourriez nous en dire un peu plus sur cette fragilisation, comment elle se manifeste et d'où ça vient selon vous ? Merci beaucoup pour l'invitation. D'abord, en quelques mots, dire qu'il n'y a pas d'évidence sur cette question du délitement, de l'état de la société et que, puisqu'on est sur la question de la mesure du coût du non-vivre ensemble, je voudrais vraiment prendre le problème dans toute sa généralité en disant qu'on a des discours, des opinions, des analyses sur ces questions qui sont elles-mêmes extrêmement polarisées. La France, c'est une société qui reste, grâce à son système de protection sociale, très égalitaire au regard de nos grands voisins, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Et pourtant, c'est une société dans laquelle, vous l'avez dit, la défiance, la frustration, le ressentiment s'expriment de manière extrêmement intense et d'une manière beaucoup plus large que ce que les chiffres des inégalités, de la pauvreté ou toutes les mesures les plus consensuelles nous permettent d'observer. Et donc, il faut travailler cette question de la mesure, de la compréhension. Je prends juste un exemple très simple. La Fondation de France, quand elle mesure la solitude, elle fait varier les proportions entre 10%, 12% de personnes qui sont en situation d'isolement relationnel et un quart des Français qui disent se sentir seuls. Et donc, ces variations, elles sont très importantes parce que si on n'intègre pas ces mesures objectives et ces mesures subjectives, eh bien, on n'est pas en capacité de saisir, d'une part, l'ordre de grandeur des problèmes. Le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, est illisible si on n'a pas une mesure affinée de ce qu'est la décohésion sociale, le non-vivre ensemble. Il faut regarder très au-delà des chiffres les plus classiques de la pauvreté, par exemple. C'est pour ça que c'était des populations dont la colère et la frustration étaient en dehors du radar de celles et ceux qui observent la société en général. Et il faut arriver à capter ces signaux faibles sur un ensemble de registres. Alors, je ne vais pas faire une typologie, mais je pense qu'il y a au moins 3 registres sur lesquels on peut penser le non-vivre ensemble.
Le premier registre, c'est la question de la sécurité, du manque de sécurité sur des biens fondamentaux, la santé, l'alimentation, par exemple, ou le logement. C'est des choses sur lesquelles une très grande partie de la société française se sent vulnérable, au-delà même de celles et ceux qui sont en situation de très grande précarité par rapport à ces différents thèmes. Donc, question de la sécurité, logement, santé, alimentation. Ensuite, il y a des choses qui relèvent de l'autonomie et de la capacité, là aussi, à se projeter dans l'avenir et de se construire sa place dans la société. Ici, c'est évidemment les questions de l'éducation et les questions de l'emploi, des opportunités qui doivent nous donner une mesure de la difficulté. Et le système éducatif français, par exemple, il est très fortement marqué, on le sait, par des inégalités et par des logiques d'exclusion. Et puis enfin, je dirais la dernière chose, mais c'est un peu la conséquence de cette insécurité qui travaille la société, c'est une acceptation plus difficile de la diversité, du pluralisme des opinions, et donc ce que vous avez évoqué sur finalement le coût du non-vivre ensemble, ça peut être la remise en cause du cadre démocratique tout simplement. Alors Philippe Perrat, délégué général de la Fondation Engie, on a parlé, là, Nicolas Duvaux vient d'aborder cette question du ressenti de la population. Vous financez notamment des actions contre le décrochage scolaire et le SAMU social. D'après vous, quelles sont les populations qui ressentent le plus ce sentiment d'isolement social? Alors nous, une entreprise qui est au cœur du quotidien des Français, avec 11 millions de clients. Voilà, parlez bien dans le micro, voilà. Avec 11 millions de clients, donc on est vraiment au cœur du quotidien des Français. On est confronté aussi aux questions de montée de la précarité. On a doublé notre fonds de solidarité logement cette année, qui est passé de 6 à 12 millions d'euros. Donc on a accompagné 65 000 familles. Et comme fondation, on joue ce rôle un peu réparateur. On essaie à ce que l'avenir ne soit plus confisqué, mais redonner des choses. Et nous, ce qu'on voit à travers nos programmes, effectivement, c'est toute une montée de, finalement, nouveaux visages de précarité. On y a toujours été confronté en 30 ans d'existence de la Fondation, mais on voit finalement des publics qui changent, des problématiques qui changent. On a eu la fierté d'être le membre fondateur du SAMU social. Le nombre de SDF a doublé en 10 ans. On a 330 000 personnes sans domicile fixe. Et il faut voir qu'en une année, la part des femmes est passée de 10% à 40%. Et donc aujourd'hui, nous, une fondation comme la nôtre, elle doit accompagner de nouvelles situations, de nouveaux publics et finalement s'adapter. Donc on avait commencé, nous, par des maraudes, avec du mécénat de compétences, des collaborateurs qui s'engageaient. Aujourd'hui, on essaie de financer des initiatives assez innovantes, avec désormais un centre d'accueil de jour pour les femmes, voilà, avec des profils très différents, bien sûr, des migrantes d'Afrique subsaharienne, mais aussi des profils de la société de tous les jours. Et elle nous racontait avec beaucoup d'émotion que vous avez le cas d'une institutrice, voilà, qui va dormir tous les soirs à Roissy avec sa petite valise et qui n'a plus les moyens de se payer de logement et qui va en accueil de jour. Donc on voit que c'est des situations qui touchent tout le monde. Sur le décrochage scolaire, on en a finalement peu conscience, mais c'est quand même chaque année 7,6% des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire, donc 110 000 personnes. Et donc on finance là aussi, nous, des innovations en tâche de réparer ces choses-là. Et on voit donc toute l'évolution de ces situations qui finalement... il y a une tendance forte tout le temps à la précarité, mais c'est les visages qu'on change. Et on voit donc que ce sont des populations qui sont plus vastes que ce qu'on pourrait croire, et notamment cet exemple de l'institutrice. On ne sait pas forcément que la personne qu'on côtoie de manière quotidienne, finalement, est en difficulté. Les familles monoparentales. Et puis, autre forme aussi où on mesure, je dirais, le non-vivre ensemble, c'est la montée absolument hallucinante des violences faites aux femmes. Nous, c'est vraiment un sujet sur lequel on monte depuis 2 ans en puissance, avec le réseau Restart, les maisons des femmes qui sont en train d'être créées, et où on s'aperçoit qu'on voyait région par région le nombre de violences domestiques. On a même mis sur les factures du groupe, nous, le numéro d'urgence pour les violences domestiques, puisqu'on s'est aperçu pendant le Covid qu'il y avait des situations extrêmement dramatiques et que les femmes n'avaient personne à qui parler. Donc on a financé toute une série de dispositifs comme ça. Alors, je voudrais qu'on continue en regardant un peu pourquoi c'est important, finalement, de mesurer ce phénomène du non-vivre ensemble, de le comptabiliser. Alors, je voudrais d'abord vous présenter, ou plutôt Elina Dumont va le faire elle-même. Vous avez vécu dans votre chair la grande précarité. Vous allez nous raconter, vous avez vécu à la rue.
Vous savez ce qu'il en coûte et vous en avez même tiré un spectacle de cette histoire, votre histoire, qui est assez incroyable. Je vous laisse vous présenter à travers un court extrait de ce spectacle et si vous voulez vous lever, c'est évidemment possible. Ouais. Je vais déjà commencer par me présenter. Alors, sur décision de justice, j'ai été placé à la DAS. À l'époque, on disait DAS. Aujourd'hui, on dit aide sociale à l'enfance. Mais je peux vous assurer, c'est le même bordel. Et ensuite, j'ai été placé de famille d'accueil en Normandie. Ensuite, de foyer en foyer. Exclu du système scolaire à 16 ans. Et à 18 ans, paf, la rue. Bonjour l'anniversaire. Paris, 18 ans, pas une thune, rien en poche, même pas un diplôme. Heureusement, j'avais des dents. Et je peux vous dire, les dents, quand on est dans la rue, ça rassure. Et comme vous, j'avais un planning. Je vous dis, alors par exemple, le lundi, je repérais une femme. Ah ouais, parce que je peux vous l'assurer, hein, les femmes, c'est beaucoup plus sympa. Je prenais mon courage à deux mains et je courais. Madame, on m'a volé mon sac. Mon train à prendre. Mes enfants m'adorent. Mes enfants m'attendent, madame. Et hop, 10 €. Merci, madame. Bon, et avouez, je lui avais pas volé son sac quand même. Hein. Vous imaginez le traumatisme pour elle? Le mardi, je tombais dans les pommes. Alcool, médoc, pompier, direction hôpital. Waouh! Imaginez le coup. Et tout ça avec vos impôts. Le mercredi, j'allais piquer des fringues. Oh. Imaginez la colère du commerçant. Le jeudi, j'allais dans les bars. Oh là là. Bon, au début, je tombais toujours sur des mecs qui sortaient de prison juste avant d'y retourner. Tout ça pour un resto basket. Imaginez le coup. Toujours avec vos impôts. Du lundi au jeudi, j'allais dans les boîtes de nuit. C'est gratuit pour les filles. Et le vendredi, je dormais chez celui que j'allais rencontrer le lundi. Le samedi, chez celui du mardi. Et le dimanche, chez celui du... Bravo! 2 avortements. Imaginez le coup. Toujours avec vos impôts. Voilà. Ce que je veux dire par là, à travers ce petit extrait de mon spectacle, c'est que l'institution est la première cause du non-vivre ensemble. Toujours avec vos impôts. Si je prends l'institution qui s'appelle Aide sociale à l'enfance, ils sont capables d'arracher un enfant à une maman, voir pendant son enfance, tout ça pour à 18 ans, vous retrouver à la rue. Franchement, pourquoi investir autant d'argent avec vos impôts pour se retrouver à la rue à 18 ans? Mais attendez, une fois que vous êtes dans la rue, il y a encore un surcoût que vous allez payer aussi avec vos impôts. Violence, addiction, prison sèche, hôtel meublé. Vous savez que les hôtels meublés, ça coûte quand même beaucoup plus cher que d'avoir un logement pérenne. Santé mentale et physique qui se dégrade, insécurité pour les riverains, bref. Et tout cela, toujours avec vos impôts. Et malgré tout, la France, premier pays le plus imposable, le résultat n'est pas probant. Le lien social est la première cause de pauvreté. Vous voyez bien ce que je vous ai dit. Et j'espère que vous avez compris que le manque de lien social n'est pas seulement économique. Pour ma part, placer de famille d'accueil en famille d'accueil, de foyer en foyer, pour d'autres, c'est une perte de travail, une maladie, la vieillesse, les met dans l'isolement le plus total. Est-ce normal? Est-ce normal, quand on se retrouve au chômage, tous vos amis dégagent, quand vous êtes handicapé,
vos amis dégagent, vous avez un cancer, vos amis dégagent. Est-ce normal? Il faut vraiment se poser la question sur notre humanité. Et nous nous sommes absolument tous concernés. Merci Elina. Merci beaucoup de nous avoir donné cette envie d'aller voir votre spectacle. Sophie Chassa, on a bien vu l'exemple d'Elina qui montre bien à différentes étapes de vie comment ça peut se passer. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut quantifier ce que vient de raconter Elina à l'échelle un peu macro? Comment on mesure ce non-vivre ensemble? Oui, alors si on revient au sens assez littéral du coût du non-vivre ensemble, le coût économique, et Elina en a parlé, vos impôts, ce que ça coûte à la société et à chacun. En fait, on dispose de quantité de chiffres pour estimer le coût du non-vivre ensemble. Je vous cite quelques études. 119 milliards d'euros par an, ça c'est le coût de la pauvreté, où on peut distinguer 51 milliards de coûts directs, donc ça va être tous les minima sociaux, l'accompagnement des personnes, 39 milliards de coûts indirects, donc toutes les externalités négatives qui peuvent être liées à des problèmes de santé, éducation, justice, sécurité, 28 milliards de coûts d'opportunités, comprendre les opportunités manquées, donc par exemple des recettes fiscales qui ne sont pas perçues par l'État. Et ça, ce sont des chiffres de 2024 publiés par le collectif Alerte. Je vous donne encore deux exemples. Vous parliez tout à l'heure des inégalités hommes-femmes. 118 milliards d'euros par an, c'est le coût des inégalités femmes-hommes ou de ce que la sociologue Lucie Pétavin appelle le coût de la virilité. C'est une étude de la Fondation des femmes 2022. Et puis un dernier exemple, 150 milliards d'euros pour des coûts économiques d'accès à l'emploi et aux postes qualifiés suite à diverses discriminations. C'est une étude de France Stratégie. Et ces chiffres, on en a à l'échelle de plein d'autres pays, à l'échelle internationale. Et deuxième point, encore plus important, ces chiffres, on pourrait tout à fait les intégrer dans des indicateurs de mesure du progrès et du développement de nos sociétés, puisque le PIB n'est pas le seul référentiel dont on dispose pour mesurer ça. Il en existe beaucoup d'autres, je vous en cite deux. L'IDH, Indice de développement humain, qui est l'héritier des travaux du prix Nobel d'économie Amartya Sen. Le but de l'IDH, c'est de dépasser la simple mesure du développement de nos sociétés par les richesses. Parce qu'en fait, cette mesure, elle est insuffisante si ces richesses ne s'accompagnent pas d'une amélioration du système de santé ou d'éducation. Et donc l'IDH, cet indice de développement humain, pénalise des sociétés où le PIB augmenterait, mais où parallèlement, il y aurait une dégradation, par exemple, du nombre d'années d'études ou de l'espérance de vie en bonne santé. Et j'entendais ce matin à la radio que la mortalité infantile augmente en France. Voilà, on est exactement dans cet exemple-là. Et je cite le deuxième, qui est intéressant aussi, qui est l'indicateur de progrès véritable, IPV, en anglais GPI, pour Genuine Progress Indicator, qui, lui, va notamment dégrader le PIB à partir du moment où il y a des dégâts sociaux qui résultent du non-vivre ensemble, des délits, des discriminations, des inégalités d'accès à la santé, mais qui, point aussi intéressant, ajoute les gains d'activités non marchandes qui sont au cœur du vivre ensemble, donc par exemple des activités associatives bénévoles ou le travail domestique au sein de la famille. Et donc on est vraiment au cœur de nos problématiques ici, au sommet de la mesure d'impact. Qu'est-ce qu'on mesure et comment? Mais en tout cas, les chiffres, on les connaît. Merci beaucoup, c'est très clair. Alors je voyais Nicolas Duvou et Philippe Perra qui prenaient des notes. Alors allez-y, voilà. Je voudrais rebondir sur ce que Madame dit. Savez-vous, encore cette année, 850 personnes sont décédées dans la rue, âge moyen 48 ans. Mais là, le plus choquant pour moi, c'est de savoir qu'il y a 19 enfants de moins de 4 ans qui sont morts dans nos rues en France. À 2 ans, comment on peut mourir en France dans la rue? Voilà, je tenais à le dire. Tu parlais de la mortalité infantile. Ça, on n'en parle pas assez de celle-là, tu vois. Oui, d'abord, ce que vient de dire Elina, c'est essentiel sur un point, c'est qu'il ne faut pas, alors même si on peut être pour, je vais y revenir, appliquer cette logique du coût évité, donc de l'investissement en matière de social, de vivre ensemble, tout le temps et partout.
Il y a des choses qui coûtent peut-être de l'argent à la collectivité, mais qu'il faut faire pour des raisons de valeur et qu'il faut continuer à faire pour des raisons de valeur. Et donc ne pas aligner cette justification par le coût évité que vous avez évoqué sur l'ensemble des phénomènes sociaux. C'est hyper important. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, et c'est fondamental de le rappeler, je voudrais revenir sur les chiffres que vous avez donnés et dire que, alors moi je suis politiquement totalement pour l'idée de traduire la protection sociale, tout ce qui va venir en soutien au vivre ensemble, dans une logique de coût évité. Pourquoi ? Parce que ça envoie le message à la société que ce qui nous fait vivre ensemble, ce n'est pas une dépense à perte, c'est un investissement que la société fait sur elle-même, et notamment sur sa jeunesse, sur celles et ceux qui sont en train de construire leur vie. Donc ça, pour moi, c'est absolument sans aucune ambiguïté cette traduction de ce qui nous fait tenir ensemble en termes de coût évité d'investissement. C'est une manière de contrer tous les discours qui disent c'est juste des dépenses à perte et qui ne font qu'entretenir l'assistanat, pour faire très simple. Par contre, scientifiquement, je pense qu'il faut faire vraiment attention à qu'est-ce qu'on mesure quand on a des chiffres extrêmement agrégés comme ça. Je prends celui d'Alerte, qui est celui que je connais le mieux, 120 milliards pour la pauvreté. Oui, mais entre dans ces 120 milliards les dépenses de protection sociale, le RSA, les minima sociaux, sur lesquels on peut dire que ce sont aussi des choses qui vont éviter des surcoûts par la déliaison, par l'absence totale de protection, le dénuement. Et donc je pense qu'il faut vraiment essayer de regarder de manière pointue et si possible en important les méthodes longitudinales, un peu ce que tu as fait en présentant ta trajectoire et en disant on passe d'une chose, d'un événement à un autre, mais on arrive à mesurer les choses à un niveau très fin. Je prends juste un exemple, une expulsion locative. Et on sait qu'on vit dans une société dans laquelle les expulsions locatives se sont multipliées depuis quelques années. C'est terrible. Pourquoi ? Parce que la santé psychique et physique, matérielle des personnes est affectée. La santé psychique, physique, tout l'environnement social des enfants est affecté et avec eux, la capacité à réussir ses études, à avoir du coup une trajectoire de vie. Donc on peut mesurer l'effet délétère de ce type d'événement et à contrario l'effet positif de la stabilisation dans le logement par exemple en ayant des méthodes, je dirais, très fines et qui surtout s'intéressent à la durée des phénomènes. Ne pas être dans la photo, mais toujours dans le film, et essayer de désagréger un peu ces chiffres qui, en fait, souvent, parfois, agrègent des choses qui ne relèvent pas des mêmes enjeux. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord par rapport au RSA. Bien sûr que moi, je suis ravi qu'il y ait cette allocation pour éviter, justement, la descente d'une pauvreté. Mais moi qui suis sur le terrain au quotidien, pourquoi, une fois qu'on leur a donné l'argent, leur allocation, c'est des gens qui vivent tout seuls, sans lien social. Et c'est ça, et nous, avec Entourage, voilà, nous, c'est ce qu'on fait, c'est créer du lien social. On va chercher les gens à travers le sport, le travail. Tu vois ce que je veux dire ? On va ça, y c'est pas revenir. normal, c'est pas normal. On va revenir sur comment, une fois qu'on a fait la photo ou qu'on a regardé le film, comment on essaye de recréer, retisser du lien. Non, et pas que économique, évidemment. Philippe Perra, peut-être un mot rapide. Vous avez cette logique de coût évité quand vous décidez de financer telle ou telle action ? Maintenant, oui, ça y rentre, absolument, puisqu'on a mis en place toute une culture de la mesure d'impact, grâce au groupe SOS, du reste, que je remercie. Et puis, on est aussi attentif à aller résoudre aussi des problèmes un peu compliqués, comme on fait en Ouganda avec Stand Speak Rise Up. Vous savez que le viol comme arme de guerre est un phénomène malheureusement répandu en Afrique. Et énormément d'enfants sont issus de viols et donc sont complètement désocialisés. Et vous avez un cycle infernal où ils vont devenir enfants soldats. Donc nous, on a financé toute une série d'opérations pour qu'ils suivent des scolarités, du mentorat, qui est aussi une logique de sororité entre les mères qui ont été violées. Et donc, on voit que vous avez toute une chaîne de valeurs à mettre en place. Et qu'est-ce qu'on a mesuré au bout d'un an ? C'est que les résultats scolaires sont meilleurs que les autres. Parce que c'est des jeunes qui veulent vraiment s'en sortir. Et donc, il faut vraiment que, de temps en temps, on adresse ce genre de situation un peu désespérée. Autrement, ça va rester un cycle infernal avec des enfants soldats qui vont tout le temps poursuivre ce qu'ils ont vécu en permanence.
Merci beaucoup. Alors, chose promise, chose due, Elina, je propose qu'on passe un peu aux pistes pour sortir par le haut de cette situation, réparer le lien social. Et peut-être, je me tourne d'abord vers vous, Sophie Chassa, parce que vous pointez un paradoxe. Vous dites qu'on a ce constat, mais que pourtant on ne fait rien. Alors voilà, d'où vient ce paradoxe ? Oui, cette objectivation, alors soit de coûts objectifs, soit de problématiques subjectives, individuelles, devrait nous conduire à agir et on ne fait rien. Et alors, aussi choquant que ça puisse paraître, c'est peut-être qu'à un moment, il y a un gain à encourager le non-vivre ensemble. Le problème, c'est que ce gain, il ne profite pas à la démocratie. Tu l'évoquais tout à l'heure en début. Alors, en résonance au thème, je vais vous lire un court extrait de l'ouvrage Les origines du totalitarisme de la philosophe Hannah Arendt, dans lequel elle souligne qu'un des éléments clés à la formation des mouvements totalitaires, c'est la désintégration sociale, ce qu'elle conceptualise sous le terme d'isolement, justement, Verlassenheit en allemand. Et je vous invite à lire toutes les pages qui entourent ce vraiment très très court extrait que je vais vous lire. C'est dans le tome 3 des origines du totalitarisme. Il y a beaucoup d'effets de résonance avec l'actualité internationale et européenne. On a souvent fait observer que la terreur ne peut régner absolument que sur des hommes qui sont isolés les uns des autres, et qu'en conséquence, un des premiers soucis de tous les régimes tyranniques est de provoquer cet isolement. L'isolement est, pour ainsi dire, pré-totalitaire. Il est cette impasse où sont conduits les hommes lorsque la sphère politique de leur vie, où ils agissent ensemble dans la poursuite d'une entreprise commune, est détruite. Autrement dit, dans une société où le lien social a disparu pour ne laisser place qu'à une masse d'individus isolés, ça c'est une autre expression d'Hannah Arendt, ô combien parlante, une masse d'individus isolés, eh bien le terrain est fertile pour l'émergence de tentations pré-totalitaires. Et la disparition du vivre et de l'agir ensemble, l'expérience de non-appartenance au monde et à la communauté humaine, c'est la signature de ces tendances illibérales. Et je n'ai pas besoin de développer l'actualité outre-Atlantique ou européenne avec des partis extrêmes qui montent, qui jouent le jeu de l'opposition, de la fragmentation, etc. Évidemment, ça nous rappelle que l'histoire, avec sa grande hache, peut toujours revenir. Nicolas Duvaux, on entend cette urgence de refaire société. Pourquoi quel est le regard que vous portez, peut-être aussi en écho à ce texte qu'on vient d'entendre ? Oui, on est dans une situation dans laquelle on a une très forte individualisation normative de notre société. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celles et ceux qui réussissent le perçoivent de plus en plus comme le fait de leur talent. Et on impute la responsabilité de la chute, de l'échec social, de la pauvreté, de la difficulté aux personnes elles-mêmes. Et ça, je crois que c'est vraiment une impasse intellectuelle, morale, politique, parce qu'elle est très déformée par rapport à la réalité. On est tous et toutes interdépendants les uns des autres. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a vraiment une reformulation, une retraduction de ce qui fait tenir une société et qui n'est pas simplement de l'initiative individuelle. Alors, à Hannah Arendt, on pourrait faire répondre Karl Polanyi, qui, dans l'essence du fascisme, souligne également à quel point ces forces d'individualisation atomisent les personnes qui se retrouvent démunies et puis qui finalement se rassemblent entre elles-mêmes dans des bulles informationnelles sur des réseaux sociaux, et en quelque sorte la boucle est bouclée. On a refait société, mais seulement avec des gens qui pensent comme nous. Et donc par opposition à ça, moi je voudrais juste mentionner l'expérience du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est une instance placée auprès du Premier ministre et qui a cette faculté merveilleuse de mettre autour de la table tout le monde, des personnes en situation de pauvreté, des scientifiques, des experts, des politiques, et de chercher des solutions à partir de l'expérience. À partir de l'expérience et en faisant monter la recommandation d'un savoir qui articule la mesure, qui articule le travail scientifique avec l'expérience de vie, avec ce qu'on appelle le savoir expérientiel, parce que ce n'est pas du témoignage, c'est du savoir, ce que tu as proposé par exemple. Et donc, c'est d'arriver à partir de là à élaborer des solutions qui soient participatives. Et il y a dans la méthode, à mon avis, déjà un élément de réponse
pour refaire société. Parce qu'une grande partie des problèmes, vous avez évoqué les gains au non-vivre ensemble, c'est tout à fait évident qu'il y a de la séparation et il y a de la méconnaissance profonde de ce qui se passe dans beaucoup de parties de la société. Et je crois que remettre cette participation de manière centrale dans nos instances démocratiques, dans tous les lieux où c'est possible, dans la construction des politiques aussi, pour qu'elles ne soient pas maltraitantes pour celles et ceux qui en bénéficient à un moment ou à un autre de leur vie, c'est déjà des éléments qui peuvent limiter la défiance qu'on constate. Elina Dumont, je ne sais pas si vous voulez réagir à ce qu'a dit Nicolas Duvaux, et puis peut-être nous parler de l'association Entourage qui parie sur la rencontre des différents milieux. Bien, oui, en effet, en tant que vice-présidente du comité de la rue à Entourage, et Entourage, c'est vraiment ça leur... déjà, on existe depuis 10 ans, et vraiment, l'objectif, c'est ça, c'est créer du lien social. Et pour la petite histoire, il faut quand même que je vous raconte, vous inquiétez pas, je vais aller très vite. En fait, le fondateur, un jour, il descend de chez lui, il tombe sur un sans-abri qui avait très mal aux dents parce qu'on lui avait cassé la figure. Et le fondateur, il s'est dit, Jean-Marc Potvin, il s'est dit, non mais il faut faire quelque chose. Et il a pris son téléphone, il a appelé tous ses amis, enfin ce qu'il pouvait. Et c'est comme ça qu'il a réalisé que, parce que entre-temps le gars était chez le dentiste, et il a réalisé qu'il y avait quand même un manque de lien social. Et ce que je vous raconte là, ça date plus de 10 ans. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que nous, on est sur 3 pôles. On est sur le travail, Entourage Pro, parce que c'est vrai que le travail, ça permet quand même de créer du lien social. Il y a Entourage Sport qui permet aussi de créer du lien social. Il y a aussi, après, tous les événements festifs qu'on peut faire en fait, quand on crée des événements festifs, on invite autant les personnes précaires, les sans-abri et les sans-domicile fixe, avec les riverains. Et je peux vous assurer que dans la salle, on ne sait plus qui est qui, quoi. Parce que malheureusement, on est encore à une époque, moi je n'arrête pas de le répéter, monsieur l'a dit tout à l'heure, il y a quand même 350 000 sans domicile fixe, 3 000 femmes et plus de 3 000 enfants qui sont à la rue sans solution d'hébergement. Et que, je veux dire, toutes ces personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, dans 10 ans, ils seront toujours à la rue si on ne les aide pas via du lien, comme des associations, comme fait Entourage. Parce que je comprends très bien ce que tu dis. Et moi, je suis désolé, pour moi, les politiques actuelles, elles font pas grand-chose pour améliorer le lien, quoi, tu vois. Bon, toi, tu le vois à ta porte, moi, je le vois à ma porte. Je crois que le CNLE l'a dit 2-3 fois ces derniers mois, donc... Vous êtes d'accord? Bon, super. En fait, on parle pas le même jargon, donc on s'était pas compris, ça devait être ça. Et puis aussi, alors évidemment, il y a aussi... moi, je suis aussi pour l'ouverture vers... Je crois beaucoup à l'art. Et je pense qu'il faut vraiment l'accès à la culture pour tous. Moi, j'ai eu la chance, en 1997, de faire une pièce de théâtre avec une trentaine de sans-domicile fixe. Et en fait, l'art, ça vous permet de vous ouvrir vers le monde, de mieux comprendre c'est quoi la société. Parce que quand on est tout en bas, on croit que c'est la faute à tout le monde. Et en fait, la culture, elle permet l'accès à ça. Et moi, vous savez, mon plus beau cadeau, quand je joue mon spectacle avec beaucoup d'humour noir, de la poésie, de la danse, du chant, c'est quand les gens me disent « Elina, on ne regardera plus les sans-abri de la même façon ». Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Ça, je tenais vraiment à le dire. Alors, je rebondis sur la culture, parce que c'est un de vos axes de travail aussi, Philippe Perrat. Culture, égalité des chances, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça retisse du lien social pour vous? Pour rebondir, alors nous, on est mécènes fondateurs du MUSEM à Marseille. Et ensemble, on est parti du constat que plein d'enfants des quartiers nord n'avaient jamais mis les pieds, ni au MUSEM, mais encore moins à la mer. Donc, ils habitent à juste quelques kilomètres, mais ils n'avaient jamais été sur une plage ou à la mer. Et donc, on a mis en place Destination MUSEM, c'est 2 bus électriques qui vont chercher les enfants et leurs familles. Et donc, c'est un dispositif qui, en 5 ans, a accueilli 25 000, quand même,
enfants et familles. Et on s'est aperçu que voilà, 95%, on a fait des questionnaires, tout ça, n'avaient jamais mis les pieds dans un musée et finalement avaient cassé la barrière grâce à ça. Et on s'est dit, mais j'y ai tout à fait ma place. Et finalement, ce que on se dit, refaire société, c'est aussi rendre les choses visibles et rendre les choses accessibles. Donc il y a des barrières. Ces barrières, on les voit aussi pour les jeunes filles qui font des sciences, où souvent elles se disent, c'est pas la grande exclusion, mais elles s'excluent elles-mêmes en se disant, je ne suis pas capable de faire des maths. Ben, on voit que c'est les mêmes schémas d'exclusion, et donc il faut des gens, du lien, du mentorat, pour aller donner leur chance et faire ce lien humain. Voilà, pour rebondir sur Elena. Il n'y a pas que de l'argent, il y a de la mobilisation de gens, et nous on est très fiers d'avoir des collaborateurs. Mais c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Même moi, j'espère. Non, mais je veux dire, pour bien connaître le monde du sans-abrisme, la plupart des gens, quand moi j'ai des places, non, ils pensent qu'il faut s'habiller en costard-cravate. Et en fait, je sais pas, moi je pense malheureusement que c'est notre société qui les renvoie à ça. Non, toi t'es pauvre, tu restes à ta place. Vous voyez, il y a peut-être un message comme ça, non dit, mais une fois, comme vous dites, qu'ils ont franchi la barrière, ils disent, mais c'est ça le théâtre. Et là, après, voilà, on est parti. Enfin, moi j'ai réussi à emmener des gamins à l'opéra. Je peux vous assurer qu'ils s'en rappelleront toute leur vie, quoi. Nous, on est de la maîtrise de l'opéra comique, et donc c'est des promotions de 100 jeunes. 60% viennent de réseaux d'éducation prioritaire. 100% finissent avec le bac et une mention au bac. Donc on voit bien que de les mettre dans un autre univers, de leur donner leur chance, casse ces barrières-là. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, au musée du Louvre, je ne sais plus, c'était par le Secours populaire, je ne sais plus, ils ont emmené des personnes sans domicile fixe, précaire. Il y a des gens qui se sont plaints parce qu'ils puaient. Et on a été obligé de les sortir. C'est passé dans la presse, c'est passé partout. C'est quand même honteux, quoi. Oui, musée d'Orsay, merci. Quand même, avouez. Je vais dire, moi je trouve ça inadmissible, quoi. On a bien vu ce lien, en tout cas, entre scolarité, égalité des chances, accès à la culture, à l'éducation. Je vous propose de faire un autre zoom avec Sophie Chassa. Vous dites qu'on peut s'inspirer aussi pour retricoter un peu de l'insocial de ce qui se passe en entreprise. Oui, alors tout en rebondissant sur ce que Elina, Philippe ou Nicolas ont pu dire, c'est-à-dire que ce qui est assez, alors à la même époque, pour reprendre le propos que j'avais précédemment, à la même époque que Hannah Arendt, il y a une autre philosophe, Simone Weil, qui a souligné le rôle clé de tous les corps intermédiaires pour la résilience du tissu social, a fortiori quand il est mis à l'épreuve. Et elle illustrait par des exemples que tu as pris, le club de sport, l'association, la famille aussi. Et effectivement, je rajouterais volontiers l'entreprise, parce que malgré tout ce qui ne va pas en entreprise, et on est d'accord, il y a des niveaux d'engagement qui diminuent, il y a des problématiques de partage de la valeur qui ne sont pas résolues, il y a des tensions sociales évidemment, les entreprises restent un lieu où on fait au quotidien société et où ça ne fonctionne pas si mal que ça. Et ça ne fonctionne pas si mal que ça, peut-être parce que, malgré toutes ces difficultés, le contrat social sur lequel repose une entreprise, il est construit autour d'un objectif commun, assez clair, qui est faire réussir l'activité de l'entreprise, à laquelle d'ailleurs, objectif auquel s'ajoute désormais de droit l'intégration des enjeux économiques et sociaux, ou en tout cas la prise à minima en considération de ces enjeux, et que cet objectif commun, à la fois économique et contributif, il permet de mettre de côté tout ce qui sépare et de constater que parfois, dans les couloirs du bureau, on fait preuve de plus de tolérance que sur les trottoirs d'une rue. Et donc, je pense que tous ces corps intermédiaires, il faut en prendre soin, qui font rempart à la défaite, au sens défaite, refaire, défaire, défaite de notre société, mais qu'évidemment, c'est fragile, ça se travaille au quotidien. Ça se travaille sur le sens du projet d'entreprise, sur le dialogue social, sur la capacité aussi à faire la preuve par la mesure de sa contribution sociale. Mais je pense qu'effectivement, les entreprises sont un maillon important. Donc il faut prendre soin. Merci beaucoup. Ça peut être votre mot de la fin, si ça vous convient, Sophie. Cet appel un peu à regarder l'entreprise comme un lieu d'inspiration. Nicolas Duvaux, vous vouliez réagir alors rapidement et faites aussi votre mot de la fin, si le dernier message un peu peut-être que vous voulez délivrer, parce que j'ai une pression sur le chrono. 2 choses, puisqu'on est sur ces questions d'emploi, de travail, d'entreprise.
quand même rappeler qu'à la source de toute cette décohésion sociale qui mine la société française, comme l'ensemble des sociétés du Nord, il y a le chômage de masse, le fait que ce soit installé dans notre société une forme d'exclusion radicale. Vous avez cité Hannah Arendt, elle parlait de travailleurs sans travail, pour désigner ces personnes à qui la société ne propose comme programme de vie que d'être des travailleurs, juste au moment où le travail disparaît pour de très larges parties de la population. Et ça, c'est vraiment le terreau fondamental d'une grande partie du mal-être dans lequel notre société se trouve et qu'il ne faut jamais perdre de vue. Parce que de temps en temps, on incrimine les politiques qui viennent donner de la subsistance aux personnes qui n'ont pas de travail, alors que ça, c'est vraiment l'inversion de la cause et de l'effet. Deuxième chose, c'est de dire que dans le travail, on arrive effectivement à identifier les catégories de la population qui, aujourd'hui, souffrent d'isolement dans le travail. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec la table ronde précédente. Les femmes peu qualifiées qui travaillent dans les EHPAD et les crèches dont on parlait, elles travaillent souvent dans des horaires très contraints, décalés, souvent en famille monoparentale, parce qu'il y a une conjugaison, une cumulativité des choses et des défis qu'elles doivent relever seules. Et on mesure cet isolement qu'elles ont dans leur activité professionnelle, dans la vie sociale. Et on mesure très bien, notre collègue Camille Penny l'a fait, que l'isolement des collectifs de travail conduisait à la déprise démocratique. Vous ne votez plus, vous n'êtes plus dans des collectifs. Et là, il y a à l'intérieur du monde de l'entreprise, évidemment, des réponses fondamentales à apporter pour remettre de la solidarité pour des personnes qui sont pourtant en activité et des contributrices, on l'a dit pendant la crise sanitaire, essentielles à la vie de nos sociétés. Merci beaucoup. Philippe Perrat, Elina Dumont, peut-être un mot de la fin qu'on me suggère rapide. Elina et son association le 14 juillet à l'Opéra de Paris. Parce que chaque année, nous offrons la représentation solidaire. Tu notes Jean-Marc Potvin. Voilà, pour les acteurs du champ social. Et donc, si vous êtes d'accord, on va inviter votre association. Avec plaisir. Voilà, et puis 20 août, sachez-le, on aide le Secours populaire pour les 80 ans, leurs 80 ans, sur le Champ de Mars. C'est 80 000 enfants qui vont être accueillis, les oubliés des vacances. Voilà, donc de beaux rendez-vous. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus aussi à l'Opéra avec nous. Dans les beaux quartiers. Vous êtes des acteurs du champ social, vous aussi. Elina, le dernier mot. Moi, ce que je voudrais dire par rapport au lien social, plus que jamais, il faut vraiment y faire gaffe. Parce que, bon, moi, évidemment, je travaille qu'avec des personnes qui sont en manque de lien social. Mais ça a un coup aussi sur la santé. D'ailleurs, le dernier rapport de l'OMS dit bien que l'isolement comment, je trouve pas le mot. Ça entraîne des problèmes de santé mentale. Agit sur la santé, dont la santé mentale. Et plus les gens sont dans l'isolement, plus tôt ils ont des problèmes de santé mentale, paranoïa, enfin tout ce que vous voulez. Alors que quand on est dans le lien social, dans le dynamisme, ça permet aux gens quand même de vivre plus longtemps et dans des meilleures conditions, et ça coûtera moins cher à la sécurité sociale. Elina a bouclé la boucle. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et l'heure est au prochain débat avec Alexandre Lourier.